Les tornades font partie de ces événements naturels un peu spéciaux qui à la fois nous font peur et nous fascinent, parce que je pense que personne dans ce public n'aimerait se retrouver là. Et pourtant, des centaines de scientifiques chassent les tornades à travers le monde pour aller recueillir des informations et nous aider à mieux les comprendre et à mieux les prédire. Tout d'abord, regardons techniquement comment naît une tornade et comment elle se développe. En simplifié, vous avez des masses d'air chaud qui remontent de la mer, des masses d'air froid qui descendent des régions avoisinant les pôles, et au moment de la rencontre, eh bien, l'air chaud passe au-dessus, la condensation, quand il monte en altitude, crée des nuages orageux, et ces nuages créent des cellules qui vont être le terreau dans lequel va naître une tornade. Les courants d'air dans cette cellule orageuse vont faire qu'à un moment, un entonnoir va se créer. C'est un début de descente de tornade en fait. Et ça ne deviendra une véritable tornade que lorsque cet entonnoir arrivera jusqu'au sol et touchera la terre. Ces cellules orageuses amènent un signe avant-coureur des tornades qui est l'orage de grêle. Alors c'est assez sympathique si on considère que les grêlons de ces orages ont des tailles qui varient de la balle de golf à la balle de tennis, donc être en dessous c'est toujours très sympathique. Les tornades sont classées sur une échelle qu'on appelle l'échelle de Fujita. Elle comporte 6 graduations, de F0, là on est sur une petite tornade, des vents entre 100 et 140 km/h à peu près, donc là c'est des choses qui font voler les tuiles des toits et emportent quelques débris, jusqu'à la grosse F5, où on est sur des vents qui peuvent aller jusqu'à 512 km/h, et là on est sur des tornades qui balancent en l'air des smirmorques et qui arrachent totalement des maisons en béton armé. Un fait qui n'est pas très connu et qui rend ces tornades si dangereuses à regarder quand on est un néophyte, c'est qu'une supercellule orageuse peut produire plusieurs tornades. En 2004, par exemple, aux USA, dans la ville d'Attica, cette ville a été frappée par 16 tornades simultanément qui allaient de F0 à F4. Et du coup, les néophytes ne regardent que la grosse F4 qu'ils voient devant, ne voient pas arriver la F2 derrière et sont balayés et tués. D'ailleurs, il faut bien être conscient qu'une tornade, c'est dangereux, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est les débris qu'elles emmènent. Une F4 qui va dépouiller totalement une maison en briques, il faut bien penser que c'est un tourbillon de briques qui tourne à 300 km/h. Donc si vous vous trouvez au milieu de ça, c'est fatalement la dernière chose que vous verrez. Comme je vous l'ai dit au début, les tornades pour se créer demandent des conditions météorologiques assez précises. C'est pour ça que, comme vous pouvez le voir sur la carte, tous les pays ne sont pas égaux devant les tornades. De très loin, ce sont les États-Unis qui sont le plus touchés. Il existe d'ailleurs un couloir qui empiète quand même sur 6 États, qu'on appelle Tornado Alley, qui est l'endroit où le plus de tornades se forment. Pourquoi? C'est très simple, vous avez l'air froid qui descend du Canada, qui rencontre l'air chaud qui remonte du golfe du Mexique. Et là, c'est la fête pour les tornades. Ça fait déjà de nombreuses années que les hommes chassent les tornades, les scannent, les mesurent, les simulent en laboratoire pour pouvoir prévenir leur formation et pour pouvoir surtout prévenir les populations qui sont sur place afin de limiter les victimes. En théorie d'ailleurs c'est assez simple. À partir du moment où vous savez quelle cellule orageuse produit la tornade, que vous connaissez la vitesse du vent en altitude qui pousse ces nuages, puisqu'une cellule orageuse c'est juste des nuages, donc si vous connaissez la vitesse du vent qui pousse ces nuages, la direction de ce vent, vous pouvez prédire où va aller la tornade et à quelle vitesse. Donc jusque là c'est assez simple et ce serait facile de sauver des vies. Alors on a généralement 12 minutes pour s'écarter, en moyenne pour s'écarter du chemin d'une tornade. Donc c'est pas non plus incroyable. Mais en 12 minutes, ça change tout, vous pouvez sauver votre vie en 12 minutes. Malheureusement, ça n'est pas une science exacte. Et de temps en temps, on trouve des exemples de tornades qui font absolument ce qu'elles veulent. Souvent dans les vidéos, quand on voit le terrain après le passage d'une tornade, on voit des voitures déchiquetées au point d'être totalement méconnaissables, et on pense que c'est la tornade qui a fait ça, en l'arrachant avec les vents puissants qui sont à l'intérieur. Ça n'est pas du tout le cas.
La tornade n'a pas du tout la possibilité de déchiqueter une voiture. Ce qu'il se passe, c'est que cette voiture est aspirée par un courant chaud dans la tornade. Elle va à l'intérieur de cette tornade rencontrer un courant froid qui va la smatcher à toute vitesse vers le sol. Mais la course de la voiture n'est pas finie. Parce que si elle retrouve un courant chaud dans la tornade, elle va remonter, courant froid redescendre, et elle peut être smatchée comme ça un paquet de fois avant d'enfin sortir de la tornade. Donc du coup, après avoir été écrabouillé 10 fois au sol à 300 km/h, fatalement, il en reste plus grand-chose. C'est pour ça que ces projectiles sont si dangereux, parce qu'ils peuvent servir une fois, ou 5, ou 10, ou 20 fois, et faire d'autant plus de dégâts. Je vous parlais il y a quelques instants des tornades qui se comportent bizarrement. On va prendre un exemple tout de suite avec la tornade de Jarrell aux USA, qui a frappé en 1997. Alors, on est sur une tornade de type F5, donc c'est du vent à 430 km/h. C'est quelque chose d'énorme. De plus, cette tornade avait une base d'1 km de diamètre, ce qui amplifie d'autant les dommages causés. Et le problème, c'est que ce monstre est né dans des conditions qui ne devaient pouvoir théoriquement donner qu'une toute petite tornade inoffensive. Les météorologues avaient fait des relevés de vent. Les vents n'étaient en théorie pas assez puissants pour former une grosse tornade, donc premier problème. Deuxièmement, normalement une tornade se déplace autour de 50 km/h, ce qui fait qu'elle passe relativement vite sur chaque endroit. Celle-ci se déplaçait à 16 km/h. Alors déjà qu'elle était très large à sa base, mais en plus elle avançait tout doucement, histoire de bien tout ravager à chaque fois. Autre problème avec ce monstre, c'est qu'avant de frapper la ville de Jarrell, elle est passée par des terres inhabitées. Et donc elle a soulevé des millions de tonnes de sable, de terre et de cailloux. Donc en arrivant sur la ville, c'était plus une tornade, c'était une sableuse géante. Et pour finir, on en a parlé tout à l'heure, cette tornade n'a absolument pas suivi les nuages qui l'ont créée. Elle avançait, tournait, s'arrêtait à sa guise. Du coup, impossible de prévoir sa trajectoire et donc de prévenir les gens pour qu'ils s'en écartent. Le résultat, il est simple. Une ville où il ne reste plus une maison debout, 600 têtes de bétail mortes, 27 tués et des centaines de blessés. Il faut savoir que les tornades, aussi impressionnantes soient-elles, n'ont jamais été très meurtrières, principalement parce qu'elles n'ont jamais frappé de grands centres-villes. Certes, Oklahoma City a été frappé par une tornade, mais c'est juste sa banlieue, ça n'est jamais arrivé à son centre-ville. Donc ce ne sont pas des endroits très peuplés. Mais dans Tornado Alley, il existe de grandes métropoles comme Dallas au Texas avec ses 5,2 millions d'habitants. Et que se passerait-il si une tornade comme celle de Jarrell frappait une métropole comme celle-ci? Il faut être clair, pour les gens qui se trouveraient là à ce moment-là, ce serait l'apocalypse. Imaginez toutes les vitres de ces buildings qui explosent et le tourbillon de verre pilé dans lequel n'importe quel être vivant qui se trouverait serait instantanément déchiqueté. Toutes les voitures qui sont là deviendraient des projectiles et à force d'être projetées sur les immeubles, ceux-ci s'effondreraient en faisant de nombreuses victimes. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de modèle pour dire combien de gens mourraient parce que ça va décider aussi de chacun s'ils vont prendre les bonnes ou les mauvaises décisions. Mais on sait que dans ces cas-là, ce serait quelques milliers de morts et quelques centaines de milliers de blessés. Les tornades comme les ouragans ou les tsunamis sont des événements que l'humanité ne peut ni arrêter ni contrôler. On peut aujourd'hui à peine commencer à les prédire. Ces événements incroyables devraient nous rendre un peu plus humbles et nous rappeler que nous ne sommes qu'un tout petit maillon d'une chaîne infinie et pas, comme nous avons trop souvent tendance à le croire, le centre de l'univers.